Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Moi, j'habite chez une copine. Merveilleux, merveilleux. Alors, vous savez qui a dit ça? Eh bien, c'est Emmanuel Macron. Alors, j'habite chez une copine, mais oui, il habite en Europe, il habite dans l'Union Européenne, c'est formidable, il habite chez une copine dans l'Union Européenne. Et il dit, viens chez moi. Et voilà, il est en visite officielle à Tirana. Et il dit, écoutez, voilà, maintenant on va ouvrir l'Union Européenne. On va l'ouvrir, hein. On va aller très loin. Et il n'y a aucune raison qu'on reste à 27, surtout que l'Angleterre nous a quittés, hein, cette traîtresse, cette perfide Albion. Alors voilà, il dit à l'Albanie, ben venez. Et puis après, il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a le Kosovo, il y a la Macédoine du Nord, il y a le Monténégro et la Serbie. Donc voilà, là ça a été lancé, processus de Berlin, c'est Angela Merkel qui l'a lancé en 2014. Alors, est-ce que tous ces gens-là vont venir? Eh bien, c'est très intéressant. Si on arrive à intégrer les Balkans, justement, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, je sais pas. Il y a vraiment, vous savez, François Asselineau, par exemple, il n'est pas d'accord du tout. Il a fait un tweet là-dessus. Il dit, alors dit François Asselineau, population 3 millions d'habitants, 60% de musulmans, 16% de chrétiens. Le niveau de vie est 3 fois à 7 fois en PIB intérieur à la France. Les mafias, drogue, armes, prostitution, enfants, immigration. Voilà. Et d'autres personnes, effectivement, disent attention. Enfin, écoutez, franchement, c'est pas bien, là, ce que vous faites, parce que, comme dit notre président de la République bien-aimé, eh ben, plus on est de fous, plus on rit. Donc, ouvrons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Parole, oui. Et quelle parole? Qu'est-ce qu'on a eu comme parole, hein? Depuis l'ouverture, depuis le premier massacre à Gaza, depuis le terrible accident ou incident ou agression ou à l'hôpital Al-Ali de Gaza. Et ça s'est déchaîné. On en a parlé déjà hier, ça s'est déchaîné par toutes les manières et de toutes les manières. Et ça permet vraiment un vrai délire. Il y a vraiment un délire. À un moment donné, on sait, mais quand on est loin, encore une fois, on peut comprendre que des gens qui ont vu des femmes éventrées, qui ont vu des enfants égorgés, qui ont vu des enfants et un hôpital avec des enfants absolument massacrés, etc., on peut comprendre. Mais nous, par exemple, quelque chose qu'il y a eu je crois que c'était sur i24 News, sur i24 News, le représentant de Corse Israël, de l'association Corse Israël, David Antonelli, a déclaré, et voici ce qu'il a déclaré, écoutez. Je vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'ont devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Bon, écoutez, on peut penser ce qu'on veut, et David Antonelli a absolument le droit de penser ce qu'il veut. Mais de dire à l'antenne, comme ça, de loin, je me fiche éperdument des 2 millions de Gazaouis, on se fiche éperdument de personne. On se fiche de personne. On se fiche pas du moins de bébés. Et si, de l'autre côté, effectivement, il y a des Palestiniens, il y a des Arabes, il y a des musulmans qui disent « je me fous absolument de ces Juifs, il faut qu'ils disparaissent », mais c'est la même chose, c'est ces discours qu'on ne peut plus entendre. Alors, évidemment, on va empêcher personne de penser ce qu'il a à penser. Mais très sincèrement, les dire comme ça n'a aucun sens. On l'a vu aussi, on sait aujourd'hui que l'hôpital, il y a un cratère devant, que l'hôpital Al-Ali n'est pas détruit. Et au début, on parlait encore, vous voyez, c'est ça qui est terrible, de 600, 800 personnes, etc. Aujourd'hui, sur les sources européennes et même des sources de Gaza, c'est 50 personnes. Et puis, on dit, voilà, il y a juste un cratère devant. Alors, est-ce que c'est la fusée, etc. De toute façon, il n'est pas possible que des responsables politiques de chez nous, ou médiatiques ou autres, s'enflamment et en fait, démontrent quoi? Démontrent leur inconscient, hein. Ah, nous, on est contre Israël, les Juifs, on en a rien à foutre. Et ben voilà, c'est eux, ces salauds, qui ont fait de l'hôpital de Gaza. Les Gazaouis, ces salauds, il y a eu des égorgements, et ben moi, j'en ai rien à foutre des 2 millions de Gazaouis.
Ces discours-là, c'est pas possible qu'ils continuent comme ça. Et on demande à chacun, surtout les responsables politiques et les responsables d'associations et les responsables médiatiques, de savoir jusqu'où, effectivement, ils doivent tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de dire n'importe quoi, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Et c'est vraiment le confort des abrutis, ça. Vous voyez? C'est pas possible. Quand on est loin au moins, je peux comprendre des gens qui sont sous les bombes, je peux comprendre. Et je dis pas que j'explique, j'accepte, mais on peut comprendre. Mais que les gens qui sont loin, qui commencent à dire, oui, moi je me fous de ceci, oui, c'est la vérité israélienne, ils n'en savent rien, mais ils font ça pour leur petite propagande, leur petit souci électoraliste et leur fonds de commerce, ça, c'est pas possible. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on ne change pas les bonnes habitudes d'une équipe qui gagne. Je parle évidemment de l'équipe gouvernementale. Elisabeth Borne, attention, Born to be Alive va dégainer le 49-3 pour la 13e, 14e fois. On en parle tout de suite avec Philippe Fabry. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Évidemment, et ça continue encore, et oui, avec le 49.3, d'accord. Oui, la première ministre Elisabeth Borne a engagé mercredi, donc hier, la responsabilité du gouvernement par l'article 49.3 sur le volet recettes du budget 2024. Il s'agit du 13e, exactement, activé par la chef du gouvernement depuis son arrivée à Matignon. 13e 49.3, vous savez ce que c'est que le 49.3. On va s'en expliquer tout de suite avec Philippe Fabry. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour André Berkov. Vous êtes historien du droit, vous êtes auteur de du président absolu, la Cinquième République contre la démocratie. On vous avait reçu à plusieurs reprises à ce propos. Et là, effectivement, d'abord rappeler quand même ce que c'est exactement que le 49.3. Alors, le 49.3, c'est un article de la Constitution. En fait, c'est pas un article, c'est un alinéa dans l'article 49, le troisième alinéa, oui. On dit 49.3, mais c'est pas un tiré, qui permet au gouvernement de faire, ou plutôt de n'avoir pas à faire voter un texte par le Parlement en engageant sa responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le gouvernement dit, voilà, j'engage ma responsabilité sur ce texte. Ça veut dire que si vous ne votez pas de motion de censure contre moi, pour faire dégager le gouvernement, donc, eh bien, le texte entrera en vigueur. Il passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, il passe. Alors, écoutez, Philippe, écoutez, auditeur résistant de Sud Radio, écoutez ce que disait Elisabeth Borne. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Eh bien, nous aussi, nous la remercions, Elisabeth Borne, nous la remercions. Philippe Fabry, au fond, vous venez très bien de définir la chose, c'est clair, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de motion de censure qui demande une majorité de députés ou pas. Alors oui, la motion de censure, ça demande une majorité simple, mais une majorité des députés qui est extrêmement difficile à réunir, y compris quand on a un Parlement éclaté comme on a depuis un an. Même si, sur l'affaire des retraites, on a été le plus proche de la motion de censure qu'on n'a jamais été, depuis la seule qui a été votée sous la Cinquième République, qui était en 1962. Oui, vous voulez dire qu'en fait, c'était la question que j'allais vous poser. La dernière motion de censure qui a été adoptée par le Parlement français, c'est depuis, vous dites, 1962 ? 1962, c'était la motion de censure qui visait en fait à s'opposer à la forme de coup d'État institutionnel qu'avait fait le général de Gaulle en tentant de faire un référendum constitutionnel avec un article qui n'y autorisait pas. Ce que le président du Sénat de l'époque, Gaston Monnerville, avait qualifié de forfaiture, mais ce qui n'a pas empêché le Conseil constitutionnel de considérer qu'il y avait rien à faire. Mais en fait, Philippe Fabry, alors justement, parce que je dirais l'historien que vous êtes, est-ce que franchement, depuis quelques années, même peut-être avant Macron, mais disons oui, parce que ça a été utilisé bien avant, est-ce qu'au fond, dans ce régime dans lequel on est, dans ce régime de présidence absolue, c'est votre propre titre de votre livre, est-ce qu'au fond,
et ce n'est pas l'exécutif qui gouverne par le 49.3, même s'il ne l'utilise pas tout le temps. L'exécutif est seul face au législatif qui est, allez, on va pas dire impuissant, on veut pas être méchant. Enfin, ça passe et ça ne casse pas. Alors, c'est exactement ça, et en fait, le problème est même encore plus profond, parce que dans un régime parlementaire, ça ne poserait pas de problème que le gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement, parce que c'est ce que fait continuellement tout gouvernement, puisque dans un régime parlementaire, le gouvernement est l'émanation de la majorité au Parlement. Donc c'est normal qu'il puisse se mettre en jeu. Le problème dans le système, et c'était encore le cas à l'époque où, vous savez, on en a parlé beaucoup à l'époque de l'affaire des retraites, sous le gouvernement Rocard, il y avait eu énormément de 49.3, mais à l'époque, Michel Rocard était une vraie personnalité différente du président de la République. On sait qu'ils avaient des rivalités de personnes tous les deux. Et donc, c'était un chef de gouvernement et c'était bien Michel Rocard qui engageait sa responsabilité. Le problème dans le régime français actuel tel qu'il a évolué, qui va dans le sens de la Ve République, c'est que le vrai chef de l'exécutif, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Et donc, en fait, il n'y a aucune responsabilité réelle qui est engagée là-dessus, puisque quoi qu'il se passe, même si une motion de censure a été votée, le président de la République, lui, reste à sa place. Il n'a aucun problème et en fait, il envoie au charbon, si j'ai envie de dire, c'est pas Elisabeth Borne qui décide, j'engage ma responsabilité, c'est le président qui lui dit, bon, tu vas engager ta responsabilité sur ce texte parce que je veux que ça passe et je veux que ça avance. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est un gros problème. Dans un régime parlementaire, il pourrait y avoir un 49.3, ça resterait un régime équilibré parce que le Parlement a son pouvoir. Là, le fait que le président restera, ça efface tout effet. Oui, mais attendez, ça c'est la constitution de la 5e République. C'est-à-dire que si un gouvernement est renversé, le président n'est pas renversé. Voilà, le président n'est pas renversé, mais le problème c'est que dans la constitution de la Ve République, le président de la République a tellement de pouvoir dans les régimes voisins, j'ai envie de dire, où il y a aussi un chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État qui est à la tête du gouvernement. La reine d'Angleterre ou le président de la République italienne ou le président de la République allemande n'ont pratiquement aucun pouvoir. Le problème c'est qu'en France, le chef de l'État est devenu le vrai chef du gouvernement, c'est lui qui préside le Conseil des ministres notamment, et donc c'est lui le vrai chef de l'exécutif. Il y a un déséquilibre majeur là. Mais alors, justement, Philippe Fabry, c'est intéressant, creusons un peu cela. Pourquoi a-t-il besoin, ou a-t-elle besoin du 49.3 ? Après tout, puisque elle peut très bien, mettons qu'elle ne l'obtienne pas, qu'il y a une majorité contre. Elle part, Macron est toujours président, il nomme un autre ministre, un autre chef du gouvernement. Est-ce que ça change les choses ? Alors ça changerait pas grand-chose puisque on arrive justement à la limite du raisonnement, c'est que vraisemblablement que le problème c'est que il y a en fait dans la structure du gouvernement, en raison de ce que je viens d'expliquer, on est arrivé à un point, si vous voulez, où pour gouverner le pays, le président de la République n'a même plus besoin d'avoir une majorité au Parlement. Tout ce qu'il lui faut, c'est qu'il n'ait pas de majorité contre lui au Parlement. C'est-à-dire que ces 49.3 ne puissent pas se trouver face à une motion de censure. Qu'il ne soit pas renversé, lui, enfin qu'il ne soit pas censuré lui-même, quoi, c'est ça. Mais voilà, mais il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. Alors lui, il peut pas l'être, et puis au pire, si un de ses gouvernements tombe, il en refait un, et si le suivant, il peut par 49, il suffit qu'il n'y ait pas de majorité contre lui. Et on a vu, à l'époque de la réforme des retraites qui a beaucoup polarisé, que même sur une motion de censure, dans un cas comme ça, même si extrême gauche et extrême droite votaient ensemble, avec une partie du centre, c'est très difficile d'arriver à cette majorité, parce qu'il y a toujours quelques députés du centre qui refuseront de faire tomber le gouvernement. Et donc, ça donne en fait à tous les pouvoirs au président de la République, du moment qu'il n'y a pas une majorité au Parlement qui s'oppose au président de la République. Et vu la façon dont le système de la 5e est polarisé autour de l'élection du président de la République, c'est très difficile au Parlement d'arriver à faire émerger une majorité hostile. Le mieux qu'on ait réussi à faire lors de la dernière élection, c'est d'avoir une absence de majorité, mais on voit que ça ne bloque pas l'action du président. Ça, on le voit très très fort. Mais en fait, ça veut dire, franchement, Philippe Fabry, à quoi sert le Parlement aujourd'hui ? Puisque vous dites vous-même, et vous n'êtes pas le seul, et on le voit, que le Parlement ne peut pratiquement rien changer. Donc, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Enfin, il y a plus, sur le papier. Mais ce pouvoir législatif, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, le Parlement ne sert plus que d'alibi démocratique au président de la République pour ne pas dire qu'on est dans une espèce de dictature élective. C'est ça la réalité du régime aujourd'hui. Et c'est ça, moi, qui me marque particulièrement, c'est que les dernières élections législatives qui ont donné cette absence de majorité, tous les sondages ont montré que les Français étaient contents de cette composition où il n'y avait pas de majorité. Justement, ce qui semblait indiquer que les Français avaient une volonté de revoir du débat au Parlement, de revoir le Parlement porter son rôle. Et c'est juste à ce moment-là que le régime se crispe et qu'on va encore plus dans du présidentialisme. Donc c'est vraiment à contre-temps en plus de ce que voudrait l'opinion, et c'est une dérive
autoritaire du régime. Je pense qu'on peut le dire comme ça. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'observateurs qui parlent d'un illibéralisme d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais ça oui, on parle de démocratie illibérale, effectivement. Et mais enfin, vous savez, c'est pas nouveau. Rappelez-vous que les polémiques, enfin, rappelez-vous, nous étions jeunes, vous n'étiez peut-être pas nés, sur le pouvoir personnel du général de Gaulle. Hein. Rappelez-vous Mitterrand qui disait est-ce le Duce, est-ce un dictateur, le coup d'État permanent, etc. Enfin, c'est une polémique ancienne depuis effectivement la Ve République. Mais au fond, est-ce que ça n'amène pas et ce 49-3, encore une fois, ce 13e 49-3 le montre, est-ce que ça n'amène pas un véritable blocage des pouvoirs? C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à quelque chose où les gens se résignent parce qu'ils peuvent pas faire autrement, et c'est une espèce de... Voilà, il y a un pouvoir, et il y a une machine qui roule, cette machine roule, et puis le reste, on n'en a rien à faire. Et voilà. Alors en fait, le truc c'est que c'est même pas un blocage du pouvoir, puisque le pouvoir arrive à faire passer tout ce qu'il veut. C'est plutôt que le pouvoir n'a pas tellement de limites et qu'il n'a plus de limites démocratiques. C'est ça qui est inquiétant, parce que la Constitution de la Ve République, et c'est ce que tous ces défendeurs disent, c'est qu'en gros c'est une Constitution qui permet d'avancer, qui permet toujours d'avancer, qui permet d'éviter les blocages. Le problème c'est qu'elle permet d'avancer généralement en piétinant les oppositions, en faisant disparaître la culture du dialogue, et ça aussi, puisque malgré tout, ce qui est important dans les démocraties parlementaires, c'est que toute décision importante et l'effet d'un compromis. Donc, elle ne laisse pas de traces, alors que chez nous, on décide tout de manière autoritaire en disant que le compromis c'est trop compliqué, et ça fracture à chaque étape un peu plus la société. C'est ça. Ça, c'est grave. C'est ça. C'est cartel et mon bon plaisir, hein, disait un certain Louis, le 14e. C'est intéressant, en tout cas. Merci Philippe Fabry, merci. Nous sommes dans une monarchie, allez, on va pas dire une monarchie républicaine, on va pas dire bananière, mais enfin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Merci beaucoup Philippe Fabry d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Le Président absolu, la Ve République contre la démocratie. C'est aux éditions Scripta. Maintenant, on va se retrouver